Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. On dit généralement du marketing, et vous trouverez ça partout sur le web, qu'il sert à étudier et influencer le comportement des acheteurs. Dans cette perspective, il est accusé, à raison souvent, de susciter de nouveaux besoins inutiles, fugaces, dévastateurs pour la biodiversité, les humains et la planète. C'est pourtant pas une obligation. Le marketing n'agit pas que sur la demande, il intervient sur l'offre. Puisqu'il a toujours été à la croisée des chemins entre les attentes des clients, la recherche et le développement, la production et les ventes, il est tout à fait à même d'intégrer une autre dimension, la dimension sociétale, sociale et environnementale. Autrement dit, il est tout à fait capable de concilier long terme et court terme, et même de les réconcilier. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui avec David Garbous, qui a été élu personnalité marketing de l'année en 2012, après avoir justement réussi le lancement d'une offre en agriculture raisonnée sur fleurs de colza chez Le Sieur. Dans cette belle lancée, David a co-créé la plateforme Réussir avec un marketing responsable, puis le collectif En Vérité. Dans cet épisode, David nous explique pourquoi et comment il a opéré des changements forts chez Fleuret Michon, puis dans d'autres entreprises, en mettant les sujets responsabilité sociale des entreprises au centre. Ensemble, nous parlons aussi de raison d'être et d'approche de transformation. Chère auditrice, chers auditeurs, cet épisode de ce podcast se sent pour toi. Bonne écoute, entre là. Bonjour David, merci beaucoup d'être avec moi et avec nous aujourd'hui pour le podcast Entre là. Bonjour, ravi d'être là, effectivement. Donc, on est ensemble dans les bureaux de l'Institut des Futurs Souhaitables et d'entreprises à impact dont fait partie la tienne. Exactement, et c'est les locaux de Pixelis à la base, qui est l'agence de design, et qui héberge effectivement tout un écosystème d'entreprises à impact, ce qui rend l'écosystème très vivace. Il y a des conférences, il y a des interactions entre les membres, c'est inspirant. Il y a des plantes partout, et c'est assez joli. Oui, c'est une des spécificités, effectivement. Elles sont entretenues toutes les semaines. Elles aspirent l'air, enfin, elles purifient l'air intérieur. Et c'est joli à voir. Alors, tu as commencé une carrière assez classique d'un ex-étudiant en école de commerce. Et puis, en fait, tu t'es parti vers autre chose. On va explorer ce que tu as fait, pourquoi, comment, et puis toutes les belles choses que tu as pu faire grâce à cette vision du monde et cette action dans le monde. Est-ce que, juste avant, tu veux te présenter un peu, qu'on fasse tous connaissance ? Eh bien, je m'appelle David Garbous, j'ai 51 ans, je suis le créateur d'une société de conseil qui s'appelle Transformation Positive, qui a 4 ans cette année. Je suis le président d'un collectif qui s'appelle En Vérité. J'ai créé en 2013 une plateforme qui existe toujours, qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable. Tout ça, il y a un alignement autour, on va le voir, de l'engagement et de l'impact. Et j'enseigne les sujets du marketing responsable à Sciences Po et à l'IST Paris et dans une école de formation continue qui s'appelle Indigo. Donc, tu agis et tu transmets. Alors, on va revenir au démarrage de ta carrière et ce qui t'a fait bifurquer, une sorte de bifurcation. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es passé de Danone à Le Sieur ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est produit ? Ça a été quoi ce basculement ? En fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière de manière assez classique. En choisissant le marketing, je pense que ce choix-là, il détermine beaucoup de choses ensuite. En fait, il y a un truc qui m'a marqué pendant les études, et ça date d'avant que je commence l'école. C'est un copain de mon père qui m'avait offert un bouquin de Jean-Marie Pelt
qui s'appelle Le Tour du monde d'un écologiste. Et il fait comme Phileas Fogg, il va dans plein d'endroits dans le monde où les hommes ont, sur des idées très très vertueuses, créé des catastrophes absolument incroyables. Et l'exemple qui m'avait particulièrement marqué, c'était l'assèchement de la mer d'Aral, où on avait détourné les fleuves en amont pour faire de l'agriculture, donc très vertueux sur le principe. Ça avait permis de créer de l'activité, de nourrir les gens, etc. Mais on avait tellement pompé dans les fleuves en amont qu'il n'y avait plus rien qui arrivait sur la mer d'Aral, et ça a créé une catastrophe écologique majeure avec des gens qui ont été obligés de se déplacer et un endroit qui était absolument plus vivable. Et ça m'avait beaucoup choqué. Je devais avoir 17-18 ans et je m'étais dit finalement, c'est génial de pouvoir se dire qu'on va améliorer la vie des autres, mais si la contrepartie c'est de la pourrir finalement à moyen terme, c'est un problème. Donc on devrait être capable de mobiliser davantage l'intelligence pour penser le court terme et le long terme en même temps. En tout cas que les décisions à court terme, elles impliquent pas des catastrophes à long terme. Et bon, ce truc-là est resté dans un coin de ma tête. Je crois que j'ai choisi le marketing parce que j'ai eu l'impression et l'intuition peut-être que ça permettait de faire évoluer l'offre des entreprises et donc de faire cette connexion. Et donc au début, j'ai commencé à essayer d'aller vendre de la bière française aux Allemands chez Danone. Je m'amuse toujours en disant que ma première expérience a consisté à tuer la marque parce que ça marchait pas du tout, la bière française pour les Allemands. Mais quand je suis reparti, il y avait plus de Kronenbourg classique, mais il y avait de la Grimbergen, de la Mort Subite, de la Wild Scotch, qui étaient des marchés en forte croissance, mais sur lesquels il y avait peu d'offres. Donc c'était une stratégie marketing classique de contournement. Et puis, comme tu dis, je suis rentré chez Le Sieur en France, toujours sur un parcours marketing, j'ai appris mon métier. Et puis, il y a eu quelques temps après, il y a un nouveau directeur général qui est arrivé, qui m'a dit, écoute, voilà, c'est bien ton parcours, mais si tu veux continuer de progresser dans l'entreprise, il faut mieux la comprendre. Et pour mieux la comprendre, il faut que tu maîtrises deux fonctions, la finance et le commerce, en plus du marketing. Et donc, il m'a proposé l'une ou l'autre option. J'ai choisi de faire du commerce. Donc, je suis passé compte clé. Compte clé, c'est celui qui fait la négociation avec les centrales d'achat, Carrefour, Leclerc, etc. C'est des fonctions passionnantes, hyper dures, parce qu'il y a une pression très importante. Le compte clé, c'est celui qui tient presque 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise à chaque fois qu'il va à un rendez-vous, puisqu'il y a 5 grandes centrales d'achat pour simplifier en France. Et ça m'a... Je voulais absolument montrer que c'était pertinent d'aller du marketing vers le commerce, donc je voulais absolument réussir. La première année, j'étais le dernier à signer les accords parce que je voulais rien lâcher. Et ça m'a beaucoup aidé à finalement essayer, parce que quand on fait une négociation, on doit poser tous les scénarios possibles pour anticiper tous les coups de l'adversaire ou tous les scénarios possibles. Donc du plus favorable au plus défavorable. Et ça m'a amené ensuite, quand je suis revenu au marketing, à faire complètement différemment. Parce que je faisais un marketing où j'étais très heureux quand je sortais une campagne de communication, que j'avais l'impression de voir les items d'image de marque bouger. Mais quand je suis revenu après le commerce, je me suis mis à essayer de mesurer tous les résultats des actions que je faisais. Et ça donne beaucoup plus de valeur à ce qu'on fait, parce que tout le monde peut le comprendre, alors que sinon, on est sur des choses qui sont un peu théoriques ou évanescentes. Et donc, j'ai fait ce passage au commerce. Ensuite, j'ai pris, toujours dans le commerce, la direction commerciale d'une petite entité, une petite business unit qu'on crée toute pièce. Donc, c'était un nouveau défi. Premier défi, vendre de la bière française aux Allemands. Le deuxième, c'était de passer du marketing au commerce sur un poste de compte clé un peu dur. Et le troisième, c'était de créer une business unit. Et là, je devais faire à la fois l'offre marketing et la partie commerciale. Et c'est là la première fois où j'ai commencé à mettre des sujets RSE dans ce que je faisais. En l'occurrence, on a convaincu l'enseigne Quick, c'est l'enseigne concurrente de McDo, de changer son huile de friture. Ils achetaient beaucoup d'huile parce qu'ils font beaucoup de frites. Et donc, ils avaient de l'huile de palme. C'est une huile vraiment pas chère, assez facile à utiliser parce qu'elle est solide à température ambiante.
Sauf que elle a deux inconvénients majeurs. Elle est nutritionnellement vraiment pas terrible, parce que elle est solide à température ambiante. On imagine bien que c'est des acides gras saturés, c'est ceux qui bouchent les artères. Et puis, c'était 2004-2005. On commençait très fortement à entendre parler de la déforestation. Et donc, Quick voulait, pour des raisons nutritionnelles d'abord, et un peu pour des raisons environnementales, changer de proposition. Et donc, avec la recherche et développement, on a travaillé sur une formule à base de colza, de tournesol, de pépins de raisin, qui coûtait 20% plus cher, donc pas hyper facile à vendre. Mais on a démontré qu'elle durait 20% plus longtemps, donc économie de la fonctionnalité. C'est les premiers arguments autour de ça, mais dans une logique un peu commerciale, c'était intéressant de voir comment ça réagissait en face. Mais ce qui a convaincu Quick de changer son huile de friture, c'est qu'on leur a proposé un partenariat avec Veolia Environnement pour récupérer l'huile de friture usagée et en faire du biocarburant. Et donc, d'une solution, d'un produit qui était un déchet, qui était difficile à éliminer, qui leur coûtait un peu d'argent, on a fait une ressource. Et donc, en intégrant un sujet RSE, qui est pour le coup une forme d'économie circulaire, puisqu'on réutilise une deuxième fois un produit qui est censé être jeté, finalement, le dossier il est devenu positif pour l'acheteur, et on a remporté l'appel d'offres, et on a communiqué autour de ça. Et là, je me suis dit, finalement, la RSE, c'est le long terme, le marketing, c'est le connecteur entre le court terme et le long terme, et le commerce va être le déclencheur. Oui, en fait, tu as associé, si je comprends bien, tes compétences en marketing, en vente, en écoute, et puis tu as associé tout ça. Et tu avais quand même l'idée, toi, de faire de la RSE. Enfin, c'est venu de toi, c'est venu d'eux. C'est cet exemple qui a développé en toi cette idée. Oui, c'est quelque chose. À partir de ce moment-là, enfin 6 ou 7 ans avant, je me disais comment est-ce que je peux utiliser le savoir-faire que j'ai acquis. Le marketing, c'est toute une série de techniques en fait. C'est pour faire bouger plus rapidement l'offre de l'entreprise. Plus rapidement dans le sens de limiter les impacts, voire avoir des impacts positifs. Et je cherchais des leviers pour y arriver, et de manière assez pragmatique et empirique, puisque ça s'est présenté sur le moment, je me suis dit, bon, la nutrition c'est bien, mais ça va pas aller assez loin, donc il faut que je trouve quelque chose d'autre. Quel est le gros problème avec l'huile quand elle est usagée? C'est que ça devient un déchet qui peut pas être éliminé normalement. Donc qui est-ce qui peut faire ça? On a trouvé Veolia Environnement, et la première boucle s'est construite comme ça. Et après, je me suis dit finalement... ce que j'ai fait là, je dois pouvoir le faire tout le temps. Et je dois pouvoir démontrer finalement qu'une entreprise qui met les sujets de la RSE, donc les sujets du long terme, dans ses opérations à court terme, elle est plus efficace d'un point de vue business qu'une entreprise qui fait du business classique. Parce que j'avais un petit sujet, c'est que qui s'est présenté à beaucoup de gens, c'est que à chaque fois que je disais l'environnement, la planète, c'est un problème et c'est important de s'en occuper, tout le monde était d'accord. Mais quand on était dans l'étape d'après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas beaucoup de propositions ou de doigts levés en fait. Et tout le monde était d'accord sur le constat, mais alors le plan d'action, c'était la misère. Et moi, ça me frustrait beaucoup. Et le marketing, c'est quand même un métier où tu peux connecter ou intégrer des choses complexes. Tu as la capacité de le créer dans un premier temps, et ensuite tu as la possibilité de l'expliquer. C'est surtout ça qui est très important. Et puis de le mettre en récit, oui. Voilà, le récit, c'est ce qui fait la différence et l'appétence des publics. En fait, si avec un tout petit peu d'humilité, le marketing, c'est pas grand-chose, hein. C'est des outils au service d'une stratégie. Et si la stratégie est pourrie, le marketing peut faire des trucs vraiment dégueux. Si en revanche, l'entreprise a une stratégie d'impact, si elle a travaillé et qu'elle veut faire évoluer son offre, elle a impérativement besoin de marketing pour que l'effort qu'elle fait soit visible auprès de ses clients, devienne désirable et que ça devienne la nouvelle norme de consommation. C'est vraiment intéressant parce que moi j'ai fait aussi comme toi du marketing des services à peu près, on est sortis d'école à peu près à la même époque, et il y avait quand même cette idée que le marketing c'était pour pousser les ventes, donc pousser la consommation. Et j'ai même vu sortir des papiers à un moment donné qui disaient que finalement, à l'ère où il y aurait moins de choses à produire, moins de choses à consommer, moins de ressources, il y aurait plus de marketing. Et en fait, on nous dit non, pas du tout.
Non, c'est ça, c'est que il y a besoin. Il y a tout le monde fait du marketing en fait. À chaque fois que qu'on cherche à valoriser un effort qui a été fait, à expliquer quelque chose, un engagement qu'on a pris, c'est une forme de marketing. Donc ce qu'il faut interroger, c'est pas les techniques, c'est la stratégie qui est derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là où on repère assez facilement les entreprises qui sont sincèrement engagées et celles qui ne le sont pas. Donc avec Le Sieur, j'ai eu l'occasion de tester très concrètement, parce que ce qui est génial, c'est qu'un succès business dans une boîte, ça enthousiasme et ça met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que même ceux qui croyaient moyen au sujet d'engagement et d'écologie, quelques temps après, ça devient les meilleurs ambassadeurs de la démarche. Et ça, c'est parce qu'en plus, ils ont été tellement surpris. Mais c'est des moments géniaux, exactement. Bon, je l'ai expérimenté après cette expérience commerciale. J'ai pris la direction marketing du groupe. Et là, on venait d'être acheté par les coopératives agricoles, par le groupe Avril. Donc, on avait une traçabilité géniale de la fourche à la fourchette, comme on dit. On savait d'où venait l'huile. Le sujet de l'origine était déjà important. C'était 2008-2010. Et je me suis dit, je vais raconter cette histoire parce que les autres marques sont pas en mesure de dire aussi finement d'où viennent leurs produits, en tout cas pas en capacité à revendiquer des origines 100% made in France pour un certain nombre des produits. Et puis je me suis intéressé d'un peu plus près à la façon dont le colza était cultivé, et je me suis rendu compte que c'était une culture qui était très gourmande en pesticides. Et on commençait à entendre les sujets de maladies professionnelles des agriculteurs, parce qu'avant que ça... en même temps, plutôt que ça pose des problèmes à l'environnement, ça pose des problèmes à ceux qui les utilisent. Et je m'étais dit, si on claironne qu'on est en Made in France et que les gens vont voir comment ça se passe et qu'ils se rendent compte que c'est pas ouf, bah finalement, on n'a pas fait notre boulot. On a simplement donné une partie de l'information. Et voilà, alors je reviens sur Jean-Marie Pelt, là, créer de la performance à court terme sans penser à ce que ça peut faire à long terme. Aujourd'hui, dans la Corn Belt américaine, il y a des territoires entiers dont on sait que dans 2 ou 3 récoltes, la terre sera complètement morte parce qu'on a trop utilisé toutes ces techniques de fertilisation et qu'il n'y a plus de vie dans les sols. Et donc, j'ai de nouveau, grâce à l'aide de la recherche et développement, ça aussi c'est un point hyper important que tu connais par cœur, c'est que le marketing ne peut rien faire tout seul. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un écosystème autour de lui, là en l'occurrence la recherche et développement, il se passe rien du tout. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais si t'as pas des commerciaux pour aller les vendre, si t'as pas de la recherche et développement pour l'imaginer, si t'as pas des acheteurs pour trouver la matière première, bah ton idée elle reste belle, mais toute seule quoi. Et donc là c'est la R&D qui a trouvé des solutions pour en fait on parlait d'agriculture raisonnée, donc c'était pas ouf, mais c'était 2008 je rappelle, donc l'idée c'était de diminuer de 20% l'utilisation des pesticides pour diminuer le risque et pour diminuer les impacts. 20%, c'est le seuil en dessous duquel on commençait à avoir des pertes de rendement, et c'est ce qui faisait peur aux agriculteurs. Ils ne voulaient pas subir le risque de perte de rendement. Donc on a dit qu'on allait couvrir le risque en tant que marque et pas les laisser porter ce risque eux-mêmes. Et donc là, ça les a convaincus beaucoup plus facilement. Et une fois que ça a été mis en place, alors je parle comme un livre, mais il a fallu 2 ans, parce qu'il y a l'idée, il y a la première récolte qui marche pas très bien, ou sur lesquelles il y a des essais qui marchent pas. Tu fais un deuxième essai pour être sûr que tu as trouvé les bonnes combinaisons. Et c'est déjà hyper génial de réussir en 2 ans. Et la 3e année, on a communiqué. Donc il faut de la patience aussi, surtout dans les univers qui sont liés à l'agriculture. Donc là, au bout de la 3e année, on a commencé à raconter l'histoire en mettant en avant les agriculteurs. Et là, même effet que pour Quick, ce marché qui était en négatif à -5, il est passé à +15. Et d'un seul coup, toute l'entreprise a regardé ça de manière beaucoup plus intéressée. C'était 8% du chiffre d'affaires de la boîte, Fleur de Colza. Donc pour 8%, c'est ça que j'ai retenu aussi. Une entreprise, elle va plus facilement laisser quelqu'un faire des choses un peu plus rupturistes
sur une petite partie du chiffre d'affaires que sur le gros Grisby. Et donc, ça, j'en ai fait une méthode aussi avec transformation positive, j'appelle ça les pépites. Dans toutes les entreprises, il y a des offres qui sont un peu en avance, qui sont plus vertueuses que la moyenne. Ça n'existe pas les boîtes qui font que tout bien ou d'autres qui font que de la merde. On ne vit pas dans un monde en noir et blanc. Donc moi, je vais chercher ces pépites qui sont dans toutes les organisations. Généralement, c'est ça qui est génial et que j'adore. Ces pépites, elles sont connectées à des gens qui ont porté ces projets, qui ont eu envie de réussir des choses d'essayer des choses un peu différemment. Et le fait qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui arrive et qui leur dise votre truc c'est hyper intéressant, on va essayer d'en faire quelque chose, et ben ça crée une motivation de dingue chez ces gens-là. Et c'est, je dirais, presque 80% de la réussite. Moi, je suis un activateur à ce moment-là. Et à partir du moment où il y a un succès, et ben il y a une dynamique qui se met en place, de la même façon que pour la restauration tout à l'heure. Là, Fleur de Colza, c'était 8% du chiffre d'affaires. 2 ans après, comme ça a marché, on a décidé de basculer Le Sueur Tournesol, qui était le deuxième plus grosse référence de Le Sueur. Et quand je suis parti, on avait décidé de basculer 90% des approvisionnements en agriculture raisonnée. Le truc, c'est que si j'avais fait le travail normal, entre guillemets, de marketing, j'aurais fait une analyse stratégique qui consistait à dire il y a un problème avec les pesticides, il faut diminuer les intensités de traitement. Et il faut qu'à 5 ans, on ait basculé 90% de nos approvisionnements en agriculture raisonnée. Tout le monde, je pense, aurait dit oui. Et je suis quasiment certain qu'on l'aurait pas fait. Parce que on aurait eu peur de commencer peut-être par Le Sueur Tournesol ou par Isiocat, qui étaient des marques iconiques et emblématiques, du risque associé. Et là, le fait d'avoir commencé à bas bruit sur une petite référence et d'obtenir un succès, mais je reviens à ce que je disais sur le commerce, un succès visible d'un point de vue marketing, ça met tout le monde d'accord dans une entreprise. Et là, on crée une dynamique. Et donc, voilà, ça m'a valu d'être élu personnalité marketing de l'année en 2012. Et je me suis servi de cette notoriété, de cette petite notoriété, pour créer avec l'ADEME une plateforme, la fameuse plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable. On va spotter avec un écosystème vraiment génial de gens aussi passionnés et convaincus. Donc, il y a des gens de l'ILEC, de l'Union des marques, de l'ADTEM, de Citeo, bien sûr de l'ADEME. L'ADTEM, c'est l'association des directeurs marketing. Des marketing, oui, tout à fait. Et chacune de ces organisations a une tête de pont qui vient représenter son organisation dans le comité de sélection. L'objectif, c'est de sélectionner que des business cases dans lesquels il y a des activations incontestables sur le plan du chiffre d'affaires, mais dans lequel la RSE a été intégrée au centre et qui ont démontré que ça marchait mieux que du business classique. Et donc on sélectionne. À chaque fois qu'on a un doute, par rapport à, moi j'ai participé à plein de jurys. La différence là, vraiment, c'est que dès qu'il y a un doute dans la lecture du dossier, on passe pas une demi-journée pour regarder. On fait une demi-journée. Tous les dossiers qui sont à risque, ils sont checkés soit par les ingénieurs de Citeo sur toutes les dimensions emballage, réglementaires, etc. Soit par ça veut dire de greenwashing, choses comme ça. Exactement. Ou d'effets rebond potentiels sur une idée qui paraît intéressante sur le papier et qui peut emmener à des choses. Et là, c'est les ingénieurs de l'ADEME qui regardent et qui valident. Ce qui fait que sur 100 dossiers, on n'en retient qu'un tiers. Donc c'est très exigeant parce que là derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on chacun de ces business cases est en open source sur le site de l'ADEME, pour que les gens puissent s'inspirer avec les datas et comprendre comment ça marche. Alors moi-même, j'ai lancé un podcast pour raconter cette histoire-là avec des dirigeants comme tu le fais, parce qu'on a besoin de comprendre ce qu'il y a derrière la belle histoire. Il y a toujours une belle histoire, mais derrière la belle histoire, il y a plein de galères qu'on a été obligé d'affronter, de contourner. Et c'est ça le moment le plus intéressant du podcast, c'est le moment où les gens expliquent, avant d'arriver au succès, qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme difficultés, comment ils les ont contournés. Et en face, que ce soit dans le podcast ou dans les conférences qu'on organise, moi je vois des gens qui ont des étoiles qui s'allument dans les yeux parce que les problèmes qui sont exposés, ils les rencontrent aussi. Ils se disent putain, je suis pas tout seul. Et peut-être que l'idée la façon dont ils ont fait là, c'est peut-être intéressant et inspirant pour moi. Je vais essayer. Et on a eu des cas où des gens ont assisté à des conférences une année, puis 2 ans après, ils nous présentaient un dossier parce qu'ils avaient trouvé la solution.
Et puis, il voit que c'est possible, en fait, de faire un... Exactement. Ça me fait vraiment kiffer, pour le coup. Donc, voilà, 2013, j'ai fait ça. Et puis, je suis parti chez Fleury Michon, à la direction du marketing stratégique. Et là, j'avais Et donc là, ils avaient l'idée que tu allais faire du marketing responsable, du marketing avec de la RSE dedans. Ils sont venus me chercher pour ça, Pour ça, oui. Donc, il y avait un directeur général, vraiment que j'ai... c'était une rencontre coup de cœur. J'avais un a priori un peu pas terrible sur la marque Fleury Michon de l'extérieur. Je trouvais qu'elle n'avait pas beaucoup bougé depuis plusieurs années. Je n'arrivais pas bien à comprendre, au-delà de la qualité des produits, quel était le positionnement, l'ambition, etc. Et le cabinet me dit, vous devriez quand même rencontrer le DG, il a une vision très claire de là où il veut aller. J'ai un entretien avec ce garçon, je me rappellerai toujours, c'était au Train Bleu à la gare de Lyon. Il était venu sur Paris pour l'occasion et coup de cœur. Vraiment une vision de la transformation du système alimentaire au-delà de Fleury Michon, sur la qualité, sur les additifs, la suppression des conservateurs, l'agriculture de régénération, tous ces sujets d'alimentation plus végétale dont on parlait déjà. Je me suis dit, on a eu le temps de discuter, c'était sincère son propos. Et je me suis dit qu'on allait vraiment faire des trucs chouettes. Et c'est intéressant en plus parce que Fleury Michon, peut-être je me trompe, mais c'est pas mal de l'alimentation carnée. 80%, donc avoir cette, c'est ça. 80% du chiffre d'affaires, c'est... Je me rappellerai toujours un des premiers trucs qu'on a dit, et quand je dis on, je l'ai porté, mais c'était une réflexion qu'on avait posée avec la direction générale. On a dit à horizon 10, 20, peut-être 30 ans, on ne sait pas, il faut qu'on passe les 80% de carné à 80% de végétal. Ouais, donc sacré shift quand même. Et j'avais le patron de la business unit charcuterie à ma droite. J'ai cru qu'il allait crever le plafond tellement il a rebondi. Parce que ça fait peur, dans une entreprise qui fait 80% de son chiffre d'affaires en viande, de dire que on est conscient. Oui, puis c'est son histoire, c'est ses manières de faire depuis des années, c'est pas des boîtes toutes jeunes. Mais bien sûr, mais c'est une boîte qui n'a cessé de se réinventer sur 5 générations. Alors certes, autour d'une verticale qui était quand même beaucoup viande, mais ils avaient lancé du plat cuisiné, ils avaient lancé du surimi qui était sur d'autres protéines ou sur de... Donc les savoir-faire, ils les avaient en fait. Le seul truc, c'était de l'organiser, et pas de l'organiser en 5 minutes, de l'organiser dans le temps. On retrouve cette notion de long terme dont je parlais tout à l'heure. C'est une transformation, ça s'orchestre, ça se construit. Et à partir du moment... Et là, il y a quelque chose qui est assez précieux dans la législation française, c'est la loi Pacte et la capacité pour les entreprises d'intégrer dans leurs objectifs économiques les éléments de leur raison d'être. Ouais. Et pour celles qui le font bien, c'est-à-dire qui s'interrogent véritablement sur d'où elles viennent, quelle est leur histoire, leur patrimoine, ou comment ce patrimoine s'est transmis de génération en génération, où elles en sont à l'instant où elles font la réflexion, et comment, dans un troisième temps, elles projettent cette réflexion justement sur les 10 ou les 20 prochaines années. La raison d'être, elle doit répondre à ces 3 questions. C'est d'où je viens, où j'en suis, et est-ce que ce que je fais maintenant, c'est compatible avec les enjeux à 10 ans. Dans 80% des cas, c'est pas le cas, objectivement, si on est sincère. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à trouver une formulation qui va mettre l'entreprise suffisamment en confort sur où elle est, mais suffisamment en déséquilibre pour que ce confort se transforme en logique de transformation et d'innovation. Donc elle a des points d'appui en fait solides, avec le confort de la base. Exactement. Et après tu peux l'emmener où tu veux, en tout cas où il veut aller au mieux. Et chez Fleury Michon, on l'a fait de manière très pragmatique parce qu'on l'a fait avant que la loi Pacte sorte. Et voilà, je vais faire un tout petit détour, mais quand je suis arrivé, c'était 2013, 15 jours après, c'était la crise du cheval dans les lasagnes. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette crise, donc gros scandale plutôt de fraude alimentaire plutôt que sanitaire, mais quand même, c'était une crise de plus et on avait des dizaines d'appels au service consommateur de gens qui étaient très en colère ou très inquiets. Et donc on les rassurait en disant nous on n'achète pas, on a des filières, on ne fait pas d'achat spot, donc on n'est pas concerné. Mais une fois qu'on leur avait dit ça, bien souvent ils nous disaient mais au fait vous mettez quoi dans le jambon et vous mettez quoi surtout dans le surimi
qui un produit hyper consommé en France, mais tout le monde est convaincu que c'est fait avec des yeux de Bernard l'ermite ou avec des arêtes de poisson, et surtout pas avec de la chair de poisson. Et j'arrive en 2013, et donc cette crise est là, et un mois plus tard, la business unit Surimi devait faire une campagne pour lancer la saison du surimi. C'était la première fois qu'ils avaient réussi à négocier un budget pour pouvoir faire de la publicité depuis longtemps. Et je regarde le film, et c'était un film comme toi et moi on a appris à l'école, c'est-à-dire il y a 20 ans. Petite famille dans la cuisine qui mangeait du surimi en disant qu'est-ce que c'est bon. Et je me suis dit que si on sortait ça dans la configuration mentale des gens, où ils se disaient l'industrie fait n'importe quoi, et qu'on parlait de surimi comme ça allait pas bien se passer. Et comme j'avais la réputation de la marque en responsabilité, j'ai dit on peut pas sortir cette campagne. Et donc on a stoppé la diffusion du film, mais on a travaillé vraiment sur le fond avec les équipes. C'est là où je retrouve cette joie vraiment, parce que ces gens-là avaient fait un boulot de malade. Ils avaient juste jamais raconté leur histoire, leur vraie histoire. Ils avaient travaillé sur la recette pour enlever tous les additifs, les conservateurs qui se retrouvaient dans certaines recettes encore. Ils étaient passés en pêche MSC, c'est on va dire en gestion plus durable des quotas de pêche. Sauf qu'ils n'avaient jamais raconté ça. Et donc on a fait une campagne complètement décalée et à l'envers, en disant aux gens ne nous croyez pas sur parole, mais venez vérifier par vous-même. Et on a proposé à des consommateurs, à des blogueurs, à des journalistes de remonter toute la chaîne, depuis le supermarché, en passant par l'usine, en allant jusqu'en Alaska, parce que c'est là qu'on achetait les poissons, enfin qu'on allait pêcher. Et cette campagne, pareil, elle a eu un succès mais incroyable. Et cette business unit qui était un peu le vilain petit canard de Fleury Michon, parce que c'était la seule en décroissance, alors que les deux autres étaient super bien orientés, c'est devenu les héros de l'entreprise. Tout le monde venait les voir en disant mais comment vous avez fait, etc. Et ça, c'est des moments vraiment que j'adore. Donc on a fait ça une première année, puis une deuxième année. Et moi, je me suis servi de ce succès et de cette fierté collective qui sortait pour un peu sur l'inspiration de ce que dit Simone Sinek sur le why, c'est-à-dire au nom de quoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie pour nous lever le matin, pour essayer de formaliser ce qui est devenu la raison d'être de la boîte. Parce que quand je demandais aux équipes de m'expliquer ce qu'était Fleury Michon, ils me disaient on est des fabricants de jambon, de plats cuisinés et de surimi. Et c'est vrai factuellement, c'est ce qui sort des usines. Mais c'est pas forcément ce qui donne envie de se lever le matin. Et puis ça distingue pas un surimi Fleury Michon du concurrent ou un jambon, etc. Et on a fait un travail vraiment de réflexion avec les équipes et on est arrivé à cette phrase qui était « aider les hommes à manger mieux chaque jour ». Et là, dans cette phrase, il y avait tout, vraiment. C'est dur de faire une phrase très condensée qui raconte une histoire. Oui, puis en plus, c'est dur à raconter aux autres parce que on avait fait aussi cette expérience. Les mots qui vont faire vraiment mouche dans une équipe, dans une entreprise, à un moment donné, ça correspond à une histoire, à un passé, à un avenir, etc. Et donc, ce mot-là, il peut être hyper fort dans un groupe. Puis quand on le raconte à l'extérieur, on se dit oui, d'accord, c'est juste normal. Mais sauf que dans ce groupe-là, à ce moment-là, ces mots-là, ils ont une importance capitale. C'est hyper important ce que tu dis parce que on recommande souvent de ne pas communiquer sur la raison d'être à l'extérieur parce que c'est quelque chose qui appartient à l'interne, qui mobilise l'interne, qui a une signification interne très forte et si elle est construite pour être racontée à l'extérieur, c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés et du coup c'est plus aussi fort. Et je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire, le manger mieux. Chez Fleury Michon, ça voulait dire un truc de ouf. Ça voulait dire, on n'est jamais content de ce qu'on a fait. Il faut toujours qu'on s'améliore. Il faut manger mieux, c'est le déséquilibre dont je parlais tout à l'heure. En face de nous, on avait Nestlé qui disait bien manger. Bien manger, nous, on était hyper choqués par ça parce que c'était un absolu. Ça voulait dire que il y avait le bien et le mal. Oui, puis s'il y avait le bien et c'était déjà arrivé, il n'y avait plus rien à faire, quoi. Exactement. Et une fois, c'est soit tu es d'accord avec moi, soit tu es contre moi. Et puis, il n'y a plus de challenge. Et c'est une boîte qui adore le challenge, c'est une boîte qui adore l'innovation. Et donc, manger mieux, c'était une façon de dire, en permanence, on va essayer de trouver des façons d'améliorer ce qu'on fait, d'être à l'initiative devant les autres. Et ça réveillait quelque chose de très profond dans cette boîte. Et à partir du moment où on a mis ces mots, et on dit souvent aussi que la raison d'être n'est pas grand-chose si ça ne devient pas une raison d'agir.
Le plus intéressant, en fait, une fois que tu as formalisé la raison d'être, c'est ce qui se passe derrière. Et là, il s'est passé un truc de fou. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce boulot a été fait, chacun s'est senti dépositaire de cette phrase. Et donc, chacun est venu faire des propositions pour l'incarner à sa façon. Et finalement, c'est assez peu le marketing qui a fait des propositions. J'insiste vachement là-dessus parce que quand une raison d'être est forte, elle inspire toute une boîte. Et quand on a fait, par exemple, quand le Nutri-Score est sorti, c'était un sujet sur la transparence nutritionnelle. Nous, on avait fait venez vérifier, ça avait super bien marché. On savait que la transparence, ça rassurait les gens. Et ben, en 48 heures avec le DG, on a décidé d'y aller. Et quasiment toute l'entreprise était OK. On est devenu la première marque industrielle à dire on y va. Il y avait les distributeurs qui étaient là en premier et ensuite on est arrivé. Moi j'ai vécu pendant l'expérience Fleury Michon l'expérience d'un cache investigation, ce qui est quand même une sacrée histoire quand on est dans le secteur de la communication. Et c'était un cache investigation sur les nitrites, qui sont un des gros sujets, un additif qui est mis dans le jambon. Et on avait, exactement dans le même esprit que venez vérifier, on avait dit à vos équipes de cache investigation, aucun problème, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous rencontrer. On avait ouvert les usines. Je pense qu'ils ont halluciné de voir une marque qui, d'ailleurs ils se foutaient un peu de nous dans le reportage, ils disaient une marque a accepté de nous recevoir, merci monsieur Fleury Michon, ils applaudissaient. Et du coup, on apparaît comme ça dans le reportage, comme la marque qui ouvre les usines et qui montre comment ça se passe. Puis après, ils sont allés interroger le DG de Nestlé à la méthode de cache investigation et ça s'est pas très bien passé. Mais du coup, du jour au lendemain, le sujet du nitrite est devenu un truc dont tout le monde parlait. Alors, on en parlait déjà avant, un certain nombre d'acteurs étaient très investis sur ce sujet. Fleury Michon, comme d'autres, avait travaillé sur la réduction des nitrites. Mais il y a un moment donné où la recherche et le développement, donc les fameuses équipes R&D, j'aime bien ce métier, est venu au comité de direction en disant si on veut être sérieux sur les nitrites, on peut continuer de les réduire comme on a fait depuis 10 ans, on arrivera encore à réduire parce qu'on va encore augmenter la sécurité sanitaire, on va travailler des techniques qui vont permettre de diminuer tous les pathogènes externes, mais on n'arrivera pas à les supprimer complètement. Mais si on veut le faire, il faut, il y a une deuxième solution, c'est de décider de s'en passer complètement. Il faut que vous, comité de direction, vous acceptiez 3 conséquences. Le jambon, il va se conserver 10 jours et plus 28, parce qu'il n'y a plus aucun conservateur à part le sel. Et c'était déjà une prouesse de faire 10 jours versus 28. C'était une énorme prouesse. Il va avoir un petit goût différent, parce que sans les nitrites, c'est pas le même goût. Et surtout, il va avoir une couleur différente. Il va être gris et plus rose. Et il nous raconte ça, et la première marque qui avait lancé un vrai jambon sans nitrite, c'était Biocop, sous sa marque propre. Et on l'avait dégusté 6-12 mois avant, et le produit était vraiment pas réussi. Franchement, c'était une punition de manger ça. Il fallait vraiment être très, 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 très motivé. Et donc, ça les avait choqués aussi dans la dégustation. Et donc, ils avaient bossé comme des malades pour faire une préparation avec un bouillon de légumes. Ils avaient bossé, et ils nous disent, vous allez déguster le produit. On déguste, c'était super bon. Et je pense que dans les 48 heures, on a décidé de lancer cette référence zéro nitrite en assumant la couleur grise. Et moi, j'ai fait une campagne de publicité derrière qui disait le rose n'est obligatoire ni pour les princesses ni pour le jambon. Et ça a fait vraiment décoller les ventes sur ce produit-là. Donc, à partir du moment où où l'entreprise sait où elle va, où il y a un cap qui est très clair, et où il y a chacun qui se sent dépositaire de la capacité à marquer ce cap, oui. Franchement, il se passe un truc de dingue dans la boîte. Qui est au service du projet, quoi. Oui. Oui, parce que là, vous avez osé, parce que tu aurais pu avoir des tergiversations, mais non, mais ça se fait pas, on fait pas du gris, etc. Il y en a eu de ouf. Il y a eu énormément d'hésitations, parce qu'on mettait un jambon gris au sein d'un mur en plus, rose. au milieu de tout le reste, quoi. Donc, il y a eu des hésitations en interne, il y a eu des hésitations auprès des distributeurs, que ça saoulait de gérer une date différenciée, parce que ça veut dire gestion spécifique d'une référence. Ça les inquiétait aussi de voir un jambon gris au milieu de leur marque distributeur. Bref, c'était hyper difficile. Mais voilà, inspiré par le sujet du manger mieux, poussé par le DG qui était à
à fond, ce truc-là, on l'a fait. Et quelques temps après, les gens disaient, ils sont pas parfaits, cette marque, mais ils se bougent. Et l'image de marque, elle a changé en 4 ans, enfin en 7 ans, mais sur les 4 dernières années, de manière radicale. On était la 3e marque alimentaire préférée des Français à fin 2019, alors qu'on n'était même pas dans le top 10. Parce que c'est sur ces sujets-là, qui sont des sujets sur lesquels les gens se sentent de plus en plus angoissés, de plus en plus... ils questionnent la sincérité des marques. Ce qui compte plus que tout, c'est les preuves. C'est les preuves d'action. C'est pas les déclarations. Et je dis à mes étudiants, c'est comme l'amour, hein, c'est que les preuves qui comptent. Et donc là, il y avait eu le Nutri-Score, il y avait les venez vérifier d'abord, il y a eu le Nutri-Score, il y a eu ce jambon zéro nitrite, on avait ensuite lancé une nouvelle génération de plats cuisinés en barquette de bois pour remplacer le plastique, sujet sur lequel il y avait aussi des questions, et puis on sait bien que le plastique, on en bouffe beaucoup trop. Et donc au bout de ces différentes initiatives, les gens disaient « Ok, ils sont pas parfaits, mais aucune marque n'est parfaite, mais ils avancent de manière plus visible et concrète que les autres. » Et ça a une valeur infinie en fait. Oui, ça donnait de la confiance à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'a fait là pour le jambon gris, parce que c'est quand même pas rien quand on l'écoute. Qu'est-ce qui a fait basculer Qu'est-ce qui a permis de dire on y va? C'est qu'il y avait déjà eu ces expériences antérieures sur le surimi, il y avait une confiance en toi, il y avait l'appui du DG, il y avait tout ça à la fois. Oui, moi j'ai porté le sujet, mais c'est vraiment toute la boîte qui était mobilisée sur ce thème-là. Il y a eu plein de questions, plein de doutes, plein de peurs. Mais quand même, le barycentre, il était sur le fait d'oser et d'essayer un peu différemment pour s'en sortir et pour sortir du lot. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a porté vraiment les équipes. Et ça compte énormément pour prendre des décisions comme ça. Et toutes les décisions de transformation qu'on a à prendre collectivement là, c'est des décisions qui font peur en fait. Parce qu'on sait qu'on abandonne des choses qu'on a su faire avant et qu'on doit sauter vers quelque chose qu'on sait moins bien faire potentiellement, voire qu'on sait pas faire du tout. Et ça tétanise les boîtes. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles ça va pas assez vite aujourd'hui. C'est que si vous demandez à n'importe quel collaborateur de faire une analyse objective du portefeuille de sa boîte, à 80%, il va vous pointer du doigt les trucs qui vont pas. Et il le sait. Bon, moi, j'essaye de dire, il y a effectivement potentiellement 80% qui va pas, mais si on regarde les choses dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y a 20% qui vont. Est-ce qu'on peut mettre l'énergie sur les 20% qui vont et les faire passer à 30 ? Et puis à 40 ? Et franchement, ça crée quelque chose dans la boîte parce que on s'appuie sur ce que savent faire les gens. Donc on est dans le domaine du connu. On s'appuie sur les meilleures volontés de la boîte. Et une boîte, c'est des gens. Sans les gens, il n'y a rien. Et puis, il faut un déclencheur. Ça peut être une décision stratégique, ça peut être un conseil extérieur qui arrive. Et moi, j'essaye bien entendu d'incarner ça. C'est ça qui me fait kiffer. Et là, il se passe un truc. Et c'est plus facile, entre guillemets. En tout cas, c'est mon retour d'expérience. Je dis pas que j'ai la martingale et que c'est la seule façon de faire. Il y en a plein d'autres. Mais c'est plus facile de convaincre une boîte de passer de 20 à 30 que d'abandonner les 80. Pas le même métier que toi, mais en accompagnement de transformation, dans un autre cadre, en fait, pour moi, c'est toujours de trouver c'est quoi le truc le plus facile que je vais pouvoir faire comme ça, l'air de rien, qui va demander aucun effort ou quasiment pas, et qui va faire que du coup, après, on se posera plus la question de faire autrement et bref, on a enclenché une dynamique. Quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. Quoi. Et c'est très juste ce que tu dis parce que finalement, à partir du moment où il y a une expérience de succès, ça transforme la boîte. C'est-à-dire que c'est une nouvelle histoire qu'on se raconte. On a su faire ça, les gars. Et du coup, on a envie de le refaire. C'est magique. Oui, puis l'image qui me vient, c'est comme quand on commence à rouler en vélo, à pédaler, on n'a pas envie de s'arrêter de pédaler parce que sinon on tombe, on s'arrête. Quoi. Donc, c'est ça. Quelque chose qui est lancé. Quoi. Et c'est un point hyper important aussi parce que, effectivement, le plus dur, c'est de faire les premiers coups de pédale. Parce que là, il y a du déséquilibre, on risque de tomber à tout moment. L'analogie, elle est très juste. Mais une fois qu'on est lancé, en fait, c'est un cercle vertueux en fait, qui se met en place. À partir du moment où on a trouvé les leviers qui permettent de transformer sans tout casser et d'améliorer la performance, et ben ça ouvre
des voix, d'abord